soir, on commence habituellement avec un texte et on ne va pas déroger à la règle ce soir. Donc ce sera une lecture de Golgotha de Leonardo Oyola aux éditions Asphalt. Le calvaire. On raconte qu'à peine 1 heure après l'enterrement de Kuriaki, tous les gamins faisaient la queue devant chez Chancho Monzuelas pour se faire tatouer 5 points comme la face d'un dé. Ces 5 points qui signifiaient mort aux vaches, mort à la police. Ce tatouage, c'est la promesse d'une vengeance, comme des grains de beauté sur la peau de ceux qui deviendraient bientôt nos ennemis. Les gars qui se font tatouer ce genre de symbole ont juré de faire la peau à celui qui a tué l'un des leurs. Voilà leur façon d'honorer la mémoire d'un homme qui a perdu contre l'un de nous. Une façon comme une autre de rendre justice. Ils sont nombreux à se faire tatouer en prison, à promettre de se faire le ou les keufs qui les ont mis au trou. Action, réaction. La loi du talion se répétant à l'infini. 4 points, cernant un 5e. 4 de chez nous, capables de rentrer dans l'un des leurs. C'est un boomerang, un truc qui vous revient dans la gueule. Ils nous disent « Vous nous avez tendu un piège, maintenant c'est à nous de vous serrer ». La grande majorité d'entre nous, les flics croyants, on vénère le saint des chevaliers ou le chevalier des saints, Saint-Georges. Eux, ce serait plutôt le gaucho ou les santitos. Lorsqu'ils se font tatouer les 5 points, quand ils se font graver cette face-là du dé et qu'ils prient un de leurs saints au moment où l'aiguille fait couler le sang, alors tu peux faire dans ton froc. Parce que ces deux-là, Gochito Gil ou San La Muerte, sont de vrais exécuteurs capables de faire preuve d'un zèle terrible lorsqu'il s'agit de faire tenir une promesse. Après avoir vu ce qui était arrivé au passage du cortège, je devais à tout prix retrouver Calavera et lui parler. Il avait creusé sa tombe, c'était clair. Mais je n'allais pas l'abandonner. Même si nous nous retrouvions tous les deux contre la terre entière, ce serait au moins ça. On serait ensemble. Au commissariat, certains ne voulaient rien savoir. On ne voulait même plus parler du sergent Roman Centurion, comme s'il n'avait jamais existé. Des voix s'élevaient pour dire qu'il fallait l'épauler car il était des nôtres. D'autres répliquaient « Pas pour moi ». Ils disaient que c'était lui qui avait foutu la merde et que c'était à lui de régler les choses. Heureusement, la grande majorité d'entre nous, même si nous ne justifions pas ses agissements, avait décidé de ne pas le laisser tomber. Parce que nous étions ses collègues. Mais avant tout parce que nous étions flics, putain. Avant de reprendre le service, je l'appelais sur son portable et lui donnais rendez-vous sur le parking du Jesse James, dans l'étable. Il valait mieux nous retrouver en dehors de la Ferrer, où tout était sur le point d'exploser. À peine arrivé, il s'assit à la place du passager et j'enchaînais sans lui laisser le temps de parler. Prends des vacances tout de suite, imbécile. Tu dois disparaître. Mettre les voiles et planquer ta famille. Lily et Nadza sont partis à Tucumán, chez des oncles qu'elle n'a pas revus depuis qu'elle est toute gosse. Je viens de les faire monter dans un car place San Justo. Simple précaution, je ne pense pas qu'ils puissent leur faire quoi que ce soit. Ce sont peut-être des animaux, mais ils respectent certaines règles. En tout cas, je l'espère. Moi aussi, Roman. Tu as bien fait de les envoyer à la campagne, dans un trou où on ne pourra pas les retrouver. Ils seront à l'abri. Et toi? Quoi, moi? Pourquoi tu n'es pas parti avec eux? Je ne peux pas disparaître comme ça, tu le sais bien. Et on allait remplir les papiers et te mettre en congé. Et pourquoi ça? Parce que pour que mon départ soit considéré comme un aveu, comme une preuve de culpabilité? C'est juste une question de temps, Lagarto. Tôt ou tard, ils me feront payer. Je préfère que ça arrive maintenant. Je ne veux pas être pris par surprise en me répétant que ça finira un jour, qu'ils oublieront. On sait tous les deux qu'ils ne passeront pas l'éponge, qu'il n'y aura pas de pardon. Calavera est dans toutes les bouches à Scasso. Je ne sais pas ce qui va se passer. Ce que Dieu voudra, Lagarto. Je n'aurais jamais cru que je devrais un jour tuer un homme et encore moins en être capable. Mais je dois t'avouer que je peux très bien vivre avec l'idée d'avoir laissé Kuriaki sur le carreau. J'aurais fini par étouffer si je ne l'avais pas fait. Je savais très bien que les choses devaient se passer ainsi, mais je ne pensais pas que ça arriverait si vite. On raconte que les gamins se sont fait tatouer les 5 points en mémoire de Kuriaki, que le dé, il est pour toi. C'est de la folie, comme celle qui était tatouée sur ta tronche cette nuit-là quand tu m'as dit que tu allais le plomber. Tu ne m'as pas cru? Si, je t'ai cru. C'est juste que je n'ai pas pu l'éviter. Arrêtons de penser à ça, vieux. Allons bosser. Ouais, cap sur le commissariat. Je me garais juste en face du bâtiment. Roman descendit et alluma une clope. Il se figea. Son 6e sens venait de sonner l'alarme. Je retirai la clé de contact lorsque je les aperçus. Ils avaient le visage recouvert par des foulards, mais je les reconnus tout de suite. 2 gamins de Scasso. L'un d'eux frappa du poing sur le capot. Il portait une arme à la ceinture. L'autre, avec un fusil à double canoncier, braquait Calavera.
Je jetai un coup d'œil dans le rétroviseur et en repérai 2 autres à l'arrière du véhicule. Les 5 points du dé. On était tombé dans une embuscade. Seul l'homme au fusil parla. Il demanda à Roman s'il portait un gilet. Calavera jeta sa cigarette pour dégainer son 9 mm. Sans attendre, le type de Scasso lui mit une balle. De toute façon, tu aurais eu droit, histoire que tu te tiennes tranquille. Ce fut la dernière chose que j'entendis avant que les 3 autres ouvrent le feu sur moi. Je me couchai sur le siège passager et sortis mes 2 calibres, tandis que des éclats de verre du pare-brise et de la lunette arrière pleuvaient sur moi. J'allais me relever lorsque le bruit des balles m'assourdit. S'ils avaient choisi s'acharner sur la voiture, je ne serais plus là pour raconter tout ça. D'autres mitraillaient la porte principale du commissariat. J'entendis un véhicule freiner, les « Allez, allez !» de l'un d'eux. J'entendis le même moteur démarrer, et une fois encore, le crissement des pneus qui s'éloignait. De l'intérieur du commissariat, la réponse arriva sous la forme d'un feu bien nourri. Dehors, il restait encore quelques gamins isolés qui, à leur façon, saluaient les collègues en vidant eux aussi leurs chargeurs. Je penchai la tête et je les aperçus, cachés à l'angle de la rue. De l'endroit où je me trouvais, j'étais le mieux placé pour les allumer. Je tirai et réussis à en toucher un. Immédiatement, ils m'offrirent leur dernière cartouche. Je me remis à couvert en me couchant et j'entendis les pas précipités. Leurs hommes fuyaient et les miens sortaient pour se faire une idée de l'étendue des dégâts. Je descendis du véhicule en me débarrassant du verre brisé et une désagréable surprise m'envahit lorsque je constatai que Roman n'était plus là. Ils l'ont emmené, Lagarto. Ils ont chopé Calavera. Bonsoir. Bienvenue à cette 7e soirée de la petite édition. Ce soir, nous accueillons les éditions Asphalt dans un genre assez différent de ce qu'on a fait jusqu'à présent. On va avoir l'occasion d'en discuter avec Claire Duvivier et Estelle Durand, les éditrices. Et elles ont amené avec elles Audrey Cloussy, qui est une de leurs traductrices de l'anglais et qui va nous faire le plaisir de parler un peu de son travail et des traductions qu'elle a effectuées pour Asphalt. La première question est assez traditionnelle. On veut savoir un petit peu comment vous avez commencé l'aventure et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans une maison d'édition, dans le projet d'une maison d'édition. Alors, officiellement, Asphalt a commencé en juillet 2009 avec la création d'une société, tout simplement. Mais en fait, ça a commencé bien longtemps avant ça. En fait, avec Claire, on s'est rencontrés, on était en DEVA16 d'édition, dernière année d'études, et évidemment, on avait des rêves plein la tête, dont celui de monter une maison d'édition. Voilà. Maison d'édition idéale, avec tout ce qu'on voudrait publier, tout ce qu'on aime, littérature urbaine et de voyage. Et puis, voilà, comme tout rêve d'étudiant, bon, on en a parlé, et puis on l'a un peu mis de côté, on est allé travailler dans d'autres maisons, on a fait chacun un bout de chemin. Et puis au bout d'un moment, on s'est retrouvés et on s'est dit qu'il fallait pas qu'on lâche ce rêve et qu'il fallait qu'on crée cette maison pour faire cette bibliothèque idéale en fait. Donc c'est né d'une nécessité d'une part d'accomplir ce projet. C'est né aussi d'une volonté éditoriale particulière. Il y a sur le site, c'est très clairement noté, les thématiques Asphalt sont très clairement mises en avant, contre-culture, musique. Forcément, on avait quand même des goûts en commun. Pour avoir déjà ce projet de maison, on avait quand même une idée de ce qu'on voulait faire, ce qu'on aimait. Forcément, on avait des goûts convergés. Et puis au moment où on s'est plus ou moins lancé sérieusement, enfin avant même de se lancer vraiment sérieusement, mais au moment où l'idée est devenue de plus en plus concrète en nous, on avait quand même quelques textes, quelques jalons, quelques éditeurs qu'on aimait bien aussi, qui nous ont permis un peu de centrer aussi notre projet par rapport aux autres et par rapport à ce qu'on avait envie de faire. Donc effectivement, tout ce qui était littérature urbaine, ça les intéressait beaucoup. Tout ce qui avait trait aux contre-cultures en général, et surtout tout ce qui avait trait tout ce qui était finalement hors du genre, enfin qui explosait un peu les étiquettes du genre, parce qu'on appelle globalement les transfictions, le transgenre, quel que soit le nom qu'on puisse donner. C'était ça qui nous attirait pas mal en fait. Le fait que finalement maintenant la fiction, on s'éloignait un peu du carcan traditionnel, donc ça c'est du polar, ça c'est de la science-fiction, ça c'est de la littérature générale, et que finalement on arrivait à une sorte de mélange en fait des genres justement, pour une grande partie de la fiction contemporaine, et que finalement, surtout à l'étranger notamment, on s'affranchissait plus facilement de ces étiquettes qu'il y avait. Alors un catalogue composé 100% de littérature étrangère. Vous n'avez pas rencontré le texte français parfait ou c'est une volonté éditoriale particulière d'accès sur l'étranger? On voulait une maison ouverte sur le monde, cosmopolite. Donc oui, la littérature étrangère, ça a toujours fait partie du projet à la base.
Mais on n'est pas du tout contre publier un jour un auteur français, c'est juste qu'il n'y a pas eu la rencontre, c'est pas faite La pour rencontre, c'est l'instant. pas encore Mais faite pour c'est pas l'instant. du tout une fermeture de notre part. Donc dans chaque ouvrage, enfin, les textes que vous sélectionnez sont très souvent tournés autour d'une ville en particulier. Donc on a fait une petite sélection de villes et d'ouvrages pour vous faire visiter le monde au fur et à mesure de la soirée. Il y a un point d'ancrage, il y a un gros point d'ancrage tout de même, c'est Buenos Aires. Alors c'était absolument pas prévu au début. C'était pas du tout dans les textes avec lesquels on avait prévu de lancer la maison, mais très vite on a été orienté vers des textes argentins, via des connaissances, via des traducteurs, c'est des amis. Très vite on s'est penché sur la jeune littérature argentine et on est tombé sur exactement le genre de choses qu'on avait envie de faire. Donc c'est plutôt dans ce sens-là que ça s'est fait, c'était pas une volonté de notre part d'aller chercher en Amérique latine, mais c'est plutôt qu'on nous a proposé ces textes et qu'effectivement on a plutôt trouvé notre bonheur par rapport à ce projet, donc était urbain, éclatement des genres. Grande liberté, grande Voilà. créativité dans la culture. Quand on parle de Buenos Aires, généralement on pense à Cortázar ou à Borges ou à Roberto Arlt, qui était l'un des premiers titres que vous avez sortis aussi, Les eaux fortes de Buenos Aires. Et après, virage radical, puisque la littérature argentine que vous mettez en avant n'a absolument rien à voir avec ce qui est presque devenu une image de carte postale littéraire de la ville du tango et de la petite criminalité. Je pense qu'il y a aussi toute une génération d'auteurs argentins qui avaient été plutôt bercés de la littérature classique européenne, et que là maintenant on arrive à une génération d'auteurs qui lisent beaucoup, notamment d'auteurs de polar américains, de genre, qui ont découvert finalement une autre culture et qui en nourrissent leurs propres écrits. Donc par exemple, l'endroit Los Blachas dans Massachusetts par exemple, c'est très nourri de cinéma de genre, du cinéma de zombies, de choses comme ça. De pop culture. Et dans Golgotha, évidemment, l'extrait qu'on a lu, on voit bien c'est un roman vraiment très noir. Donc c'était peut-être pas une tradition qui existait au début, mais qui a été découverte par une génération plus récente d'auteurs, et que du coup ils adaptent à leur propre sauce et à leur propre manière. Enfin, c'est ça qui nous a beaucoup intéressés, c'est cette capacité à se renouveler des codes pour les mélanger au shaker et sortir quelque chose qui leur est propre. Vous avez publié 2 textes, notamment de Leonardo Oyola, donc Golgotha, qui est la première traduction que vous avez faite de cet auteur, dont j'ai lu un extrait à l'instant, qui est une histoire. Qu'est-ce que c'est Golgotha? Golgotha, c'est une plongée radicale dans un monde en 130 pages. Et ce monde, c'est le monde fermé des villas miserias, c'est-à-dire que c'est l'équivalent des favelas, mais en Argentine. Donc on connaît moins ce phénomène en Argentine, on parle surtout du Brésil. Et là, en l'occurrence, ça se passe c'est un bidonville, il faut dire ce qu'il y a, c'est une zone de non-droit. C'est un espèce de labyrinthe de briques où la police ne peut pas rentrer. Et voilà, ça va être l'histoire d'une vengeance. C'est un livre très construit, très, très poli. Ça fonctionne comme une montée au calvaire. La tension monte sans arrêt. Et voilà, ça raconte l'histoire d'un flic qui est né dans ce bidonville, qui s'en est sorti en devenant flic, mais on va se rendre compte qu'on ne peut jamais vraiment sortir d'un univers clos et violent comme celui-là. Donc Monter en puissance, c'est une vraie claque. C'est l'un de ceux de votre catalogue qui m'a fait le plus mal, parce qu'on voit ces flics qui sont issus des quartiers enquêter sur finalement des gens qui sont leurs amis d'enfance, leurs connaissances, des gens qu'ils auraient presque pu être, et qui se retrouvent. Il y a une idée de grandeur et de justice qui est retranscrite par la figure de Saint-Georges notamment. Surtout dans l'esprit finalement des délinquants, des clans finalement. Les flics c'est juste un autre clan en fait, sauf qu'ils n'ont pas les mêmes saints. Donc les délinquants c'est Saint-Lamorte et les flics c'est Saint-Georges par exemple. Mais finalement c'est le même code de l'honneur qui les anime. Ouais, donc c'est ce qu'on a vu un petit peu dans l'extrait sur la mort d'un des trafiquants a été mis à mort par un flic pour une raison que je vous laisse découvrir en lisant Golgotha, et les trafiquants se vengent, et c'est finalement le début de l'accélération qui va conduire la ville à une situation limite. Alors un deuxième texte de Oyola, c'est Chamamé que vous avez publié ensuite. Et c'était en septembre dernier, Chamamé, oui. Là, on est moins dans le roman de quartier, on est plus dans le road movie en fait. Donc un peu un road movie avec course-poursuite, en fait, gros flingues, grosse voiture et grosse vengeance encore une fois. Là, on est peut-être un peu moins dans le registre de la tragédie qui peut être celui de Golgotha, et plus... c'est plus foutraque, on l'a souvent comparé à un Tarantino argentin.
Oyola dans ce livre-là en tout cas. Ça part dans tous les sens, il y a des personnages très beaux en couleur, un espèce d'illuminé qui croit que Dieu lui parle à travers les paroles des chansons. Donc il lui suffit d'ouvrir la radio pour se dire tiens, on m'envoie des messages, il faut absolument que j'accomplisse toutes mes missions divines. Et puis à l'autre, c'est un fou de jukebox, de rock'n'roll, et un grand séducteur. Donc voilà, c'est une paire de personnages qu'on n'oublie pas et qui, voilà, qui sont assez extrêmes, sans morale et très violents. Enfin, ils évoluent dans leur monde de caïd. Donc ça c'est plus un aperçu, comme tu disais, du favela, autour de Buenos Aires, enfin pas du favela mais du... Pas tellement parce que justement on quitte Buenos Aires pour être plutôt vers la triple frontière, la région nord de l'Argentine qui est le plaque tournant du trafic de drogue. Et donc ces deux personnages font partie d'une bande de trafiquants, d'un gang, donc là on a vraiment quitté D'accord, donc là on élargit le cadre. Voilà, ouais, tout à fait. Un autre auteur que vous avez publié 2 fois, c'est Félix Brouzon. Avec les taupes d'abord et Solarium ensuite. Et là, on voit une autre facette de la ville de Buenos Aires, c'est tous ces quartiers fermés notamment qui se sont construits d'abord pour des classes supérieures qui voulaient se mettre au vert, et puis progressivement pour des classes moyennes qui avaient envie pas de singer, mais de retrouver une certaine forme d'habitat, classe moyenne supérieure, voilà. Effectivement, oui, dans les romans de Brozzone, c'est un autre coin de Buenos Aires. Pour le coup, c'est vraiment très différent de ce que peut peindre Oyola dans Golgotha, par exemple. C'est vraiment la banlieue du Grand Buenos Aires, avec donc des quartiers, peut-être pas aussi miséreux que les Villas Miserias de Golgotha, mais des quartiers très populaires, qui sont juste à côté de rues privées, de quartiers privés qui sont complètement clos par des barbelés, il y a des gardiens à l'entrée qui sont là pour la tranquillité, donc des classes supérieures. Qui sont aussi des quartiers qui sont décrits par Leandro Avalos Bacha dans Guerra d'Achissas d'une autre façon, je pense qu'on va y revenir après. Oui, oui. Et effectivement, les taupes se passent plus à Buenos Aires Centre, mais dans Solarium, le deuxième roman qui est Bolsonné, on a comme narrateur un laveur de piscine, profession que Félix Bolsonné exerce lui-même, qui est justement à cheval entre ces deux mondes, parce que donc il vit dans le milieu des classes populaires ou début de classe moyenne dans le quartier juste à côté en fait de son lieu de travail, qui est un quartier donc très riche, fermé, où il lave les piscines de gens très très riches. Et donc finalement ce quartier fermé fonctionne vraiment comme une sorte de village où tout se sait, où finalement les secrets circulent et surtout les domestiques entre guillemets parlent entre eux finalement. Dans Solarium, le coup d'envoi de l'intrigue est donné par un bruit suspect qui fait penser au laveur. Voilà. Peut-être un coup de feu, peut-être pas. Il n'est pas sûr, le narrateur. Il n'est pas sûr. Sans avoir entendu Ça se passe sous une canicule incroyable en Argentine et du coup le laveur de piscine qui est crevé de sa journée entend un coup de feu, un bruit qu'il assimile à un coup de feu, mais avec cette canicule il se met à avoir des hallucinations, il ne sait plus trop ce qu'il a entendu ou pas. Donc oui, ça va être le point de départ de toute une série de péripéties. Mais ce roman n'est pas un polar, même si ça commence par ce qu'on pourrait croire être un peu encore un élément de transgenre. Il y a en fait, les deux romans de Brozzone, de ce que j'en ai lu, en tout cas de son style, c'est assez formidable parce que c'est une manière de voir la ville comme, peut-être pas sous acide, mais en tout cas comme en plein délire paranoïaque, quoi. Il y a un vrai jeu sur la langue, dans la construction du livre et dans l'aventure, qui fait qu'on est finalement jamais sûr de ce qui s'y passe. Voilà, c'est une narration première personne et c'est un flux de conscience en fait. C'est un grand soliloque. C'est le narrateur qui raconte tout ce qui se passe, mais les phrases sont déconstruites. Les phrases sont longues, allongées. C'est un narrateur qui est souvent à bout de souffle en fait, et puis comme en général dans les deux cas ils sont un petit peu benés quand même, du coup on en vient à douter un peu de tout ce qu'ils peuvent dire et à le suivre un peu, on l'imagine parler comme un enfant qui raconte une histoire un peu. Il parle tellement qu'il y a une création de langage incessante en fait. C'est ça qui nous a plu à la base, c'est la voix, parce que ce qui nous intéresse dans les textes c'est les voix qui portent les histoires. Et là c'est une prouesse stylistique et aussi une prouesse de traduction du coup, parce qu'il y a un langage poétique qui s'installe, qui est assez qu'on n'a jamais lu ailleurs en fait. Oui, mais c'est vrai que j'y pense maintenant que tu en parles. Effectivement, ce qui nous a vraiment intéressé dans les auteurs argentins qu'on peut avoir publiés,
c'est la voix justement, ils ont tous vraiment leur voix, elle est très forte, elle est très reconnaissable. C'est ce qui fait que Blaggia et Brozzone, ils parlent des mêmes endroits, ils en parlent de façon extrêmement différente et vraiment chacun avec sa propre voix. Je pense aussi que c'est ça qui nous a plus intéressé dans la littérature argentine contemporaine. Solarium est assez hallucinant de ce point de vue parce qu'on peut avoir un chapitre qui va commencer par 2 phrases où il raconte comment il rentre chez lui en voiture, il croise quelque chose, ça va lui rappeler un souvenir d'enfance, et puis de ce souvenir d'enfance il va rebondir à l'angoisse qu'il a de ce coup de feu entendu ou de sa situation à tel moment, et puis de ça va le ramener encore à autre chose de son enfance ou peut-être à la situation de sa femme, et puis finalement on va revenir à l'histoire et on repart, et c'est un jeu d'aller-retour, enfin c'est pas un aller-retour parce qu'il n'y a pas que deux points quoi. Il y a 15 endroits différents qui sont visités à chaque chapitre, des endroits dans le temps, des endroits dans l'espace, des endroits qui n'existent que dans la conscience du narrateur, des visions déformées de tout ce qui se passe. C'est une expérience de lecture assez intense quand même. Surtout les taupes aussi, parce que le sujet, ça traite notamment de tout ce qui est l'ambiguïté sexuelle de manière assez frappante et pas du tout caricaturale. Mais Solarium, dans le jeu même de la construction, c'est une petite prouesse sans remonter. Oui, ça fonctionne vraiment par association d'idées. On est dans la tête du narrateur et il se trouve qu'il est très à changer en fait d'idées et de focus en fait au fur et à mesure. C'est assez déroutant. La lecture des essais de traduction a été un peu déroutante aussi forcément. Ce que nous a dit la mais traductrice. c'est très construit en fait. Du coup, c'est qu'il fallait limite qu'elle se mette dans un état second pour se laisser porter par oui, c'est la clé, c'est vraiment se laisser par porter. l'écriture de l'auteur en fait. Pour rentrer dans une phase de transe. On va en reparler un petit peu plus tard parce que ça me donne une transition pour parler de Richard Millward justement et de Block Party notamment. Mais juste avant d'arriver à Millward et à Audrey, qui a traduit Millward et qui nous racontera comment elle se met en France. Chacun sa transe. Je voulais juste revenir sur les 2 premiers titres que vous avez publiés. Vous avez publié donc Pomme, qui est le premier roman de Richard Millward. Qui était traduit par Audrey. Voilà, et Chasse sauvage en chute libre, un texte dont on va reparler plus tard, de Meudrourou, qui est un auteur, qui est l'un des premiers auteurs aborigènes, ou métis. C'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Voilà. Mais comment vous en êtes arrivé à publier ces 2 premiers textes Comment ils vous sont parvenus jusqu'à vous? Je vais dire pour Chasse sauvage, je vais dire rapidement. Alors pour Chasse sauvage, c'est très simple. Je suis allée en vacances en Australie et je suis tombée sur ce texte. C'est vrai. D'accord. Et voilà, et en fait c'était il y a un petit moment quand même. En fait, j'avais beaucoup lu là-bas, j'ai eu la chance d'y rester assez longtemps. J'ai lu pas mal de littérature australienne en essayant de revenir sur les classiques parce que j'avais envie de découvrir le pays par sa littérature. J'ai lu beaucoup de choses très intéressantes, mais ce texte m'avait vraiment marqué. Parce que je l'ai lu d'une traite, alors qu'à l'époque je lisais en anglais, mais c'était pas aussi naturel que lire en français, c'est sûr. Mais ça m'avait vraiment énormément marqué comme texte. Je l'ai ramené avec moi, dans l'idée de proposer à un éditeur en France, d'essayer de le traduire moi-même. À l'époque, je ne savais pas trop si j'allais travailler dans l'édition ou pas. Et il ne s'est rien passé avec le texte finalement, il a toujours été chez moi. Mais effectivement, au moment où vraiment on s'est lancé avec Asphalt, ça a été un des textes que j'avais sous le coude pour le proposer à l'Estème. Donc un petit bonheur au hasard d'un rayon d'une librairie. Voilà. Et pour Pomme? Et Pomme, c'est beaucoup plus classique. C'est du coup, quand on commençait à réfléchir sérieusement à Asphalt, évidemment beaucoup de recherches sur Internet, beaucoup de lectures d'articles de presse anglophones, et je suis tombée sur un article sur Pomme. J'intéressais pas d'éloge sur l'auteur, surtout que l'auteur est un protégé d'Irving Welsh, donc auteur un peu fétiche. Voilà, du coup, ça nous incitait à lire Pomme, et voilà, je me souviens l'avoir lu en août. Pareil, on va commencer en 2009 et voilà. Sous ces aspects, sous ces apparences trash, écriture facile, en fait, c'est un livre très construit aussi et très drôle malgré certaines situations. De quoi ça parle? Pomme, c'est simple, c'est Adam et Ève qui ont 15 ans, mais aujourd'hui. Donc les fruits défendus sont ceux d'aujourd'hui et voilà, ils vont expérimenter tous les fruits défendus de la société d'aujourd'hui. Il va y avoir des dérapages. Adam est amoureux de Ève, mais Ève est beaucoup plus... non, Ève, non, pas Ève, c'est pas réciproque. Et Ève est beaucoup plus dévergondée. Adam est beaucoup plus timide et retranché. Et il va se passer beaucoup de choses. Et il y a une alternance de narrateurs entre Adam et Ève. Et un papillon. Et un réverbère aussi. Voilà. Et c'est surtout aussi que dans Ève ont 15 ans, ils vivent à Middlesbrough, qui est une ville du nord de l'Angleterre, qui est une ville ouvrière. Voilà, donc on change de destination pour le nord de l'Angleterre.
Middlesbrough est est exploré aussi dans un deuxième roman, Block Party, qui est sorti là il y a 2 Le mois. deuxième roman de l'auteur, qui est vraiment originaire de Middlesbrough, qui vit encore d'ailleurs, hein, et qui adore cette ville, bien que c'est une ville qui n'a pas vraiment une réputation. C'est une ville assez qui connaît beaucoup de problèmes parce qu'économiquement c'est une ville pauvre, c'est une ville ouvrière, l'industrie a du mal là-bas, c'est la crise partout. Hein. Et effectivement, c'est aussi, je ne sais plus quel journaliste, tous les gars, enfin, qui disait que c'était un des premiers romans de la crise en fait, en Angleterre, Block Party. Je crois que c'était justement dans l'article d'Irving Welsh. Oui. Où c'est. Il disait que Neil Howard décrivait à merveille ce que c'était qu'être jeune aujourd'hui dans le nord de l'Angleterre. C'était plus dans Pomme ça, mais effectivement pour lui Block Party c'était vraiment le premier roman du Credit Crunch, où effectivement c'est des gens qui vivent dans une HLM, chacun pour des raisons différentes en plus, ce qui sera vu, ce qu'on verra plus tard avec Audrey. Et finalement l'atmosphère est joyeuse. C'est des gens qui n'ont pas des vies faciles globalement. Mais le roman, comme dans Pomme, qui décrivait des situations qui étaient vraiment très crues, parfois très difficiles de l'adolescence, c'est un roman qui parvient à rester joyeux en fait, du début à la fin. Et c'est aussi ça qui nous a beaucoup plu dans Les Chiens Noirs. En fait. C'est d'accord, on publie beaucoup de romans qui sont très noirs. On a vu avec Golgotha, il y en a d'autres aussi. Mais un roman comme ceux de Chiens Noirs, c'est finalement quand même des bouffées d'air frais. Ouais, parce que c'est servi par une écriture assez enlevée, assez colorée, assez dynamique. Donc en fait, il arrive à faire passer plein de situations assez glauques avec le sourire. En fait. C'est ça. C'est un décalage constant. C'est quand même un portrait de la société des jeunes Anglais assez ravageur. Dans Pomme, on est à l'âge du lycée, des premières sorties en boîte, des premières extasies, des cuites à la bière et au cidre. Et c'est un portrait qui n'est jamais ni pathétique, ni méprisant, ni misérabiliste. On n'est pas dans un portrait extrême. On n'a pas, ce ne sont ni des cas limites, ni des enfants parfaits. C'est vraiment des gens de la classe moyenne, des enfants de la classe moyenne qu'on voit dans leur vie de tous les jours. Moi, j'ai trouvé une grande force dans Pomme. C'est pas un type de littérature vers lequel je me serais dirigé tout seul, c'est l'avantage de ces soirs aussi. Et il y a une grande justesse dans les portraits psychologiques des adolescents où on tombe effectivement jamais ni dans le scabreux, ni dans n'importe quoi. Il ne va pas s'aborder son portrait social pour des raisons de narration. Et en fait, il n'y a pas besoin, l'histoire coule toute seule avec ça, avec une simple, enfin pas une simple, d'ailleurs une complexe description d'un milieu social. Effectivement, c'est plus fin qu'il est paru au premier abord, parce qu'effectivement, c'est un peu difficile de résumer Pomme sans laisser entendre que ça va être un roman trash sur des ados qui se mettent la tête à l'envers. Oui, évidemment, il y a des ados qui se mettent la tête à l'envers, c'est vrai, mais effectivement, c'est un portrait social. C'est le terme que j'ai bien choisi, c'est tout à fait ça. Il faut savoir que Neil Howard l'a écrit lui-même, il avait 20 ans. Il sortait tout juste de l'adolescence, pour lui, c'était tout frais. Il n'a pas dû se poser 1000 questions pour savoir ce que pensent les ados. Oui, puis il n'avait pas à lutter pour se mettre dans la tête d'un adolescent. Et Block Party décrit des jeunes de 20, 21 ans, 22 ans qui débutent la vie active, pas forcément active pour tous, même pour pas grand monde finalement dans Block Party, puisque c'est plutôt la zone en HLM. Donc deux traductions que vous avez fait avec Audrey qui est avec nous. Bonjour. On va peut-être commencer par lire un extrait de Block Party et puis on en reparlera après, que vous voyez un petit peu la teneur de son travail. Donc là, pour vous situer, c'est au début du roman. Et c'est une description du HLM qui s'appelle Peach House. Peach House est loin d'être une résidence parfaite, mais ce n'est pas non plus l'enfer sur terre. Le conseil municipal a retapé la façade à coups de double vitrage et de motifs carrés, couleur crème, rose, doré, il y a 5 ans de ça. La tour s'élève pareil à un château en sucre, à un croisement très fréquenté sur Cargo Fleet, autour duquel s'alignent des snacks miteux marrons, quelques marchands de journaux, un Lidl et les 2 autres immeubles de la cité, Plum et Pier. L'intérieur de Peach House offre toute une palette de beige qui deviennent fluorescents sous les néons. Et les couloirs sont comme des allées oppressantes reliant les appartements entre eux.
Il y fait toujours trop chaud ou trop froid, selon la saison ou la position du soleil dans le ciel, et il faut faire attention, en parcourant les couloirs, aux meubles abandonnés et aux enfants qui courent en frappant aux portes. Le 7e étage est un mirage de senteurs exotiques et d'épices. Au 2e est affiché un poster qui encourage à connaître ses limites en matière d'alcool. Et le 10e mène au toit, là où traînent toutes les antennes satellites et où Alan Slow le salaud a peut-être tenté de se suicider l'année dernière. Les tours ont tendance à rassembler d'étranges personnages. Ça va des jeunes familles fauchées aux ermites légèrement effrayants, en passant par les petits cons de drogués qui empêchent tout le monde de dormir la nuit, les immigrés et les célibataires d'âge mûr en pleine dépression. La semaine dernière, l'ascenseur est tombé en panne, ce qui fait qu'on peut désormais voir toute cette population monter, descendre, monter, redescendre des escaliers au pas de course. De vraies petites fourmis. Un matin, l'ascenseur en panne enquiquine vraiment Madame Fletcher, secrétaire chez un notaire du centre-ville. Elle vit perchée au 8e étage. Elle est en retard au travail et doit batailler contre 1 million de marches pour rejoindre l'arrêt de bus en bas de l'immeuble. C'est en partie sa faute. Il y avait un article intéressant ce matin dans l'Observer qui parlait de Van Gogh, du fait qu'il était cinglé, qu'il s'était tranché l'oreille, et qu'à l'époque, on n'avait pas reconnu son talent. Et elle était restée au lit à lire avec son mari, alors que le réveil indiquait 9 heures passées. Sortir du lit est devenu une épreuve depuis que M. Fletcher s'est fait virer de son job à la poste. À présent, il ne se lève que dans l'après-midi, pour passer son temps dans le fauteuil à motif floral, à parcourir les offres d'emploi en sirotant des tasses de café de plus en plus froides. Il nettoie aussi de fond en comble l'appartement. C'était incroyablement tentant de rester sous la couette avec lui ce matin, à savourer le journal et les viennoiseries qu'il venait d'acheter à la supérette première. Mais Madame Fletcher se maudit à présent, parce qu'elle n'arrivera jamais au bureau à 9h30, et c'est pas juste pour Jennifer qui va devoir la couvrir, alors que la pauvre fille a déjà plein de dossiers à classer et qu'elle doit en plus répondre au téléphone. Madame Fletcher grimace, se faufile en vitesse entre les poubelles, alors qu'elle descend, en rond au pas de course. Sa montre Elizabeth Duke lui indique qu'elle a déjà raté le bus de 9h23. Et elle marmonne un jeu et se demande si ça vaut la peine de descendre les escaliers en courant. Ses nouvelles chaussures à talons achetées chez Priceless lui font encore mal aux pieds. Et ce serait bien sa veine si elle trébuchait sur un sac poubelle et dégringolait le reste des escaliers, des marches jusqu'au rez-de-chaussée. Si seulement l'ascenseur fonctionnait, elle n'aurait pas tous ces embêtements. Apparemment, on a informé les messieurs du conseil municipal que le mécanisme du câble était en panne. Mais vu l'expérience de Madame Fletcher avec les autorités, les conseillers et autres ouvriers, elle se dit que ça va mettre des semaines avant qu'on vienne ne serait-ce que jeter un coup d'œil, diagnostiquer le problème. Le monde du travail n'est fait que de déception. Elle ne peut s'empêcher de penser que M. Fletcher a vraiment accusé le coup quand il a perdu son job au centre de tri. C'est un travailleur sérieux, il n'avait jamais posé un seul arrêt maladie en 11 ans de service. Et il aimait inventer des histoires magiques sur les gens dont les noms figuraient sur les enveloppes qu'il triait. Lorsque M. Fletcher était à la poste, il était aussi heureux et radieux que les talons qu'elle avait rencontrés 20 ans auparavant, au pub George, à Norman Bay. Mais le nombre de licenciements avait augmenté au fur et à mesure de l'automatisation du tri, et M. Fletcher avait été un des premiers à partir en septembre. Ils avaient dû quitter leur jolie maison jumelée pour quelque chose de plus petit à Peach House, et son mari se sent responsable et méprise par conséquent les machines et la technologie. Il ne fait même plus chauffer la bouilloire. Il fait des cauchemars qui se déroulent dans un monde à la Terminator, où tous les robots, les ordinateurs et autres boîtes de conserve ont déclaré la guerre à l'humanité. Et tous les ludistes sont obligés d'aller se cacher dans une sorte de Club Med clandestin, à attendre que la mort arrive et que les batteries se vident. Monsieur Fletcher se traîne dans leur appartement sans avoir grand-chose à faire. Ils n'ont même pas de jardin dans lequel ils pourraient bricoler. Et ils se sentent particulièrement isolés, coupés des arbres, des fleurs, des rues et des visages, parce qu'il habite au 8e étage. Quant à Madame Fletcher, ça ne l'embête pas de vivre dans le ciel. Ils ont réussi à rendre l'appartement assez accueillant, l'ont équipé de meubles tapissés de chintz, et la vue est incroyable. C'est une belle performance d'avoir traduit ce roman tout de même, parce que là encore il y a une voix assez particulière. Et alors Bloc Party a une spécificité, c'est qu'il parle de bloc à 2 niveaux, puisque c'est l'histoire d'un bloc d'habitation, et c'est un livre écrit d'un bloc, ce n'est qu'un seul paragraphe de
presque pratiquement 300 pages. C'est le genre de travail... C'est l'enfer au début. Ouais. En fait, quand on ouvre le roman, c'est très intimidant de se retrouver confronté à un bloc. Et je vous le dis ça en tant que lectrice au début, quand j'ai dû lire le roman en anglais. Et puis finalement, l'écriture de Richard est tellement vivante, elle est tellement riche et entraînante, que la lecture se fait toute seule. On se laisse complètement entraîner, et puis on passe d'un appartement à un autre, d'un personnage à un autre, et ça se fait très naturellement. Donc en fait, la traduction était beaucoup plus agréable que que la première impression. Voilà, au début. Oui, donc on suit, en gros, c'est l'histoire de deux couples principalement qui vivent dans l'immeuble. Bobby l'artiste, à qui il va arriver une tuile, il va connaître le succès. C'est ça aussi. Ça va lui poser un sérieux problème. Et son ami Georgie qui est drogué aux bonbons. Complètement. Ah, c'est ça, drogue. Voilà. Et l'appart au-dessus, Johnny qui est au chômage, qui vole des portables et édite des extas et qui aimerait bien parvenir à faire l'amour correctement à son amie Hélène, qui elle était nymphomane. Qui est nymphomane et surtout qui ne travaille pas et qui est très contente de profiter des allocations chômage. C'est une chômeuse professionnelle, on va dire. Et on passe donc d'un appartement à un autre de manière extrêmement fluide, effectivement, malgré le fait qu'il n'y ait pas de retour à la ligne, de renvoi de paragraphe, quelque chose comme ça. C'est vraiment un itinéraire tout en sinuosité qui s'étale sur pratiquement 6 mois, je pense. Oui, on les suit sur 6 mois au moins. Et on passe de l'un à l'autre. Un bruit au mur est prétexte à basculer un appartement, une fête, on frappe à la porte, quelqu'un passe dans le couloir, un taxi qui se croise. C'est tout un tas de jeux de croisement, comme si on avait fait un grand film avec un seul plan séquence et où on suit une personne puis une autre qui croise. C'est une belle performance qui n'a rien à voir avec Pomme, pour le coup, qui était la première traduction. Oui, Pomme était différent puisqu'en fait les chapitres se découpaient par personnage. Chaque chapitre faisait parler un personnage. Même s'il y avait deux personnages principaux, Adam et Ève, qui avaient chacun leur voix particulière. Mais c'est ça que je retrouve à chaque fois dans le travail de Richard, c'est des voix distinctives des personnages, en plus de sa voix à lui, de son style. Et finalement, c'est ça qui m'intéresse en fait dans la traduction de ces romans, c'est traduire les voix de ces personnages. Arriver à donner une personnalité à chacun, enfin à rendre la personnalité qu'il a créée lui en anglais et le rendre en français. Tu es d'accord avec ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que ce sont des personnalités complexes Oui, complètement. Et que la langue permet de retranscrire psychologiquement aussi. Oui, c'est ça. En fait, il y en a un que j'ai adoré traduire, c'était Johnny, donc le dealer d'ecstasy dans Block Party. Johnny, ça pourrait être juste une petite frappe, et c'est tout. Et je voulais surtout pas le rendre en français comme juste une racaille, quoi. Il est plus que le dealer d'ecstasy. Il a une façon de parler qui n'est pas non plus stéréotypée en anglais, donc je voyais pas l'intérêt de le rendre stéréotypé en français. Et il a vraiment une sensibilité très 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 cachée. Mais elle est là. Et Richard arrive à le rendre... Et c'est d'autant plus difficile avec ce personnage qui subit quand même, je crois que de tous, c'est celui qui subit le plus d'affronts et de déconvenus et de moments horribles dans sa vie. Trop de drogue, malade en boîte, malade avec sa copine, difficulté d'érection, il ne sait pas comment s'y prendre avec les femmes. Une mère dépressive. Droguée aussi. aussi. À son insu. À son insu, mais... Oui, c'est un personnage qui a vraiment son bagage, quoi. Et pourtant, il est très sympathique. C'est la grande force c'est ce qu'on dit depuis 5 minutes, depuis 10 minutes, mais c'est vraiment la grande force de Millward, cette manière de rendre des personnages sympathiques et tout simplement humains, quoi. C'est pas juste un dealer, c'est pas une caricature, c'est pas le mec en survette qui zone en bas de la tour, c'est quelqu'un qui a des envies, qui a des rêves, qui a envie de... qui trouve au début une certaine manière de s'exprimer par le vol et par le racket, et puis qui finalement se dit que c'est peut-être pas sa voie et qui va chercher d'autres choses, qui va se chercher aussi comme tous les personnages de Block Party en fait se cherchent d'une manière conventionnelle ou pas. Pour Bobby l'artiste c'est la drogue, pour Georgie c'est les bonbons et pour Johnny c'est comment réformer sa vie, quoi. Oui, c'est ça, comment passer à la chose. Mais
je pense que c'est ça qui me marque aussi dans les romans de Richard, c'est l'affection qu'il a pour ses personnages. Et c'est quelque chose qui le fait vraiment passer et qui surprend en fait le lecteur parce qu'on ne s'attend pas à ce qui rend sympathique quelqu'un comme je dirais Alan Slow le salaud, Alan qui Slow, le porte salaud. bien son nom. C'est un ex-flic raciste qui lit The Sun, pour vous donner une idée en anglais. Donc très très populaire, populiste, enfin, a priori on n'a pas du tout envie de bien l'aimer. Mais il le rend lui aussi dans sa complexité, une personne qui souffre énormément de solitude, qui est enfermée dans son alcoolisme. Et c'est ça que je trouve vraiment passionnant dans l'écriture de Richard, c'est cette subtilité et toujours cette affection, tout le temps, sans jugement moral sur ces personnages. Donc tu as traduit les deux ouvrages de Richard Millward et tu as traduit d'autres choses aussi aux éditions Asphalt. Tout à fait. Alors Asphalt est c'est ta première traduction, Pomme. Oui, et je veux remercier encore Claire et Estelle de m'avoir proposé ce premier projet qui a été énorme, qui m'a fait rencontrer un auteur que maintenant j'adore. Et oui, ça a été ma première expérience de traduction officielle dans l'édition et je suis plus que ravie de travailler avec elle. Et j'espère que ça va continuer très longtemps. Et en fait, tu rencontres l'auteur parce que Estelle et Claire te demandent la traduction. C'est ça en fait. En général, toujours là sur les 4 traductions que j'ai réalisées pour elles, ce sont elles qui sont venues avec un livre déjà. Et il s'avère que pour l'un d'entre eux, ça a été limite un rêve demi-réalité, c'est de traduire Patrick McCabe, Breakfast on Pluto. Le roman était... le roman anglais avait été adapté au cinéma en 2005 par Neil Jordan et ça avait été une expérience esthétique pour moi incroyable. Je me rappelle du cinéma, je me rappelle de la salle où j'ai vu le film et quand elles sont arrivées, elles me disaient, est-ce que tu connais Breakfast on Pluto? J'ai fait oui. oui, je le connais. J'ai la BO. J'ai la BO, j'ai tout, je connais Kylian Murphy, enfin, oui, je connais tout. Et donc là, ça aurait pu être limite un projet que j'aurais pu leur apporter. Mais on va dire qu'elles Elles ont été plus rapides. Ouais, c'est ça. Du côté de l'éditeur, comment ça se passe? C'est quand même déterminant, surtout pour un premier roman, de choisir une traductrice. C'était un pari de lancer Audrey dessus, alors que... Autant il y a parfois, on a effectué la rencontre auteur-traducteur sans savoir ce que ça allait vraiment donner, en étant un peu, j'espère qu'on ne s'est pas trompé. Autant pour Audrey, moi je savais qu'on ne s'était pas trompé en fait. Enfin, quand j'ai lu Pomme, je connaissais Audrey, je savais qu'elle était pure de traduction, j'ai vu les goûts d'Adam dans le roman, j'ai pensé au goût d'Audrey. Je me suis dit, bon là franchement je pense que c'est un roman qui a été écrit pour elle pratiquement. Les goûts musicaux, non? Audrey a le même âge que Richard, enfin c'est la même génération Que tout ça, Richard, j'ai l'impression que les goûts musicaux d'Adam c'était vraiment les mêmes quoi. Et voilà, et donc du coup, je lui ai proposé, je lui ai dit écoute, c'est un roman, si ça te dit, est-ce que tu veux bien accepter de le lire pour nous dire si éventuellement ça te dirait de peut-être envisager d'eux. Et ça a marché. Et c'est comme ça que ça s'est lancé. Mais en fait, je connaissais déjà Audrey avant aussi, voilà, donc c'est... La mobilisation des contacts pris Voilà, exactement. Bah, surtout au début, c'est important. Maintenant, enfin, on travaille avec beaucoup de traducteurs qu'on ne connaissait pas forcément avant, mais c'est vrai qu'au début, on a fait appel aux connaissances. Mais on aime bien travailler souvent avec les mêmes traducteurs, à partir du moment où ça se passe bien, et du coup, plus on les connaît, plus on sait ce livre c'est pour lui, ce livre c'est pour elle. Voilà, ça devient plus facile de s'en rendre compte. Et puis avec les deuxièmes et bientôt peut-être troisième publications de certains auteurs, ça permet de conserver une voix comme un doubleur pourrait le faire dans le cinéma. Exactement. On se pose même pas la question de changer ou pas. C'est complètement incohérent de changer une équipe qui a marché. Donc tu as traduit Richard Millward, tu as traduit Breakfast on Pluto et tu as traduit le quatrième texte, c'est Icelander de Dustin Long, qui est un texte que les éditrices voulaient avoir ce soir. Qu'est-ce que c'est, Icelander?
Questions collectives. Icelander, qu'est-ce que c'est? C'est question piège. C'est un roman qui est très difficile à résumer. Voilà, déjà, là, tout est dit. Hein. C'est un roman qui est assez difficile à résumer. C'est un roman qui est un hommage au pulp. C'est un roman sur un pays qui n'existe pas et qui serait un pays troglodyte en dessous de l'Islande. C'est un roman qui parle beaucoup d'autres romans, où l'intertextualité est très forte. Qui parle d'autres romans, qui parle pas que de romans d'ailleurs, hein. Toutes les références sont pas seulement littéraires. C'est un roman qui... C'est un roman qui est écrit par un universitaire. Ça se voit parce qu'il y a au moins 3 niveaux de lecture affolants. Et ce qui fait que pour moi c'est un jeu de piste aussi, la traduction. Oui, c'est un jeu de piste. Et c'est un jeu de piste pour le lecteur. Donc, ça correspond d'ailleurs au jeu de piste de l'enquête de l'héroïne. Parce qu'en fait le personnage principal n'a pas de nom, il s'appelle juste notre héroïne. Donc tout de suite ça pose son rôle pour le lecteur. Et elle enquête, en fait le prétexte c'est l'assassinat de de sa meilleure amie. Et donc elle enquête, mais au début elle veut pas enquêter, mais en fait comme tout le monde s'attend à ce qu'elle enquête, elle enquête, puisque de toute façon elle s'appelle notre héroïne, donc c'est son rôle quoi. Elle doit Et le faire. que la personne qui s'est fait tuer s'appelle Shirley MacGuffin. Voilà, donc MacGuffin, Son rôle est clair le aussi. terme inventé par Hitchcock pour dire l'élément déclencheur de l'intrigue. Là donc c'était pas très subtil c'est sûr. Mais, et après elle rencontre sur son parcours encore plein de personnages différents. Qui ont tous aussi leur voix, comme vous allez le voir au moment de la lecture. Il y a des personnages aussi qui viennent tous de son passé, parce que notre héroïne a un passé. Notre héroïne est la fille d'Emily Bean. Emily Bean, vous connaissez tous Emily Bean sans le savoir. Non, en fait pas du tout, mais Emily Bean est l'héroïne d'un cycle de romans de Magnus Wallisson, dans lesquels elle traque le mal et redresse les torts en fait. Donc on part d'un univers où tout le monde connaît Emily Bean. Emily Bean qui est décédée il y a quelques années, mais Emily Bean à qui on rend toujours hommage, puisque tous les ans à New Ploslin, la ville dont elle est originaire, on fait le jour d'Emily Bean, donc, où les gens se déguisent en personnages de ses aventures et où il y a des attractions en fait, parce qu'elle a participé à la découverte de ce fameux pays souterrain sur l'Islande. Ouais, vous voyez, c'est pas un résumé, on va le perdre. En fait, c'est un peu le roman du pulp après le pulp. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que ce qui se passe après. on avait une enquêtrice célèbre qui résolvait les affaires les plus mystérieuses. On a un méchant très méchant qui n'a pas de visage, qui s'appelle Surt, qui se cache tout le temps, qui est une sorte de fantomas islando-américain, Mais qui est mort en tombant dans une cascade. Qui est mort en tombant dans une cascade, comme un certain Moriarty par exemple. On a tout un tas de personnages autour, des détectives métaphysiques, vous en saurez plus tout à l'heure aussi. Et on a notre héroïne qui à l'époque des aventures devait avoir 8-10 ans et était toujours l'événement surprenant. Donc on apprend tout au long du livre ses exploits passés, comment elle a assommé tel auteur, comment tel méchant, comment elle a sorti ses parents de tel piège grâce à son ingéniosité. Et à son chien aussi. Et à son chien comme dans... Une famille d'enquêteurs, c'est encore mieux quand ils ont une mascotte qui les suit, un petit chien. Voilà, mais là je crois qu'on va faire tout le monde, donc on va lire le passage. Ça me paraît une bonne idée. Nous sommes au début de Icelander. Shirley MacGuffin est morte, et donc notre héroïne ne sait pas encore qu'elle a commencé son enquête. Et elle va rencontrer donc une paire de détectives très étranges. Au dehors, les incessantes chutes de neige avaient recouvert les traces de notre héroïne jusqu'à les faire disparaître complètement, même si des empreintes de pas fraîches étaient visibles sur le chemin qu'elle avait emprunté. Un véritable palimpseste. Elle sentit la fumée avant de la voir. Un mélange suave, débordant clairement, volubilement, de la pipe courte et large de Weibel. Pacheco apparaissait derrière lui, étouffa un tout sautement quand la fumée et l'arôme se dispersèrent devant lui dans le brouillard. Le feu et l'eau conspirant à obscurcir un peu plus le perceptible. Je ne m'attendais pas à vous trouver là, les gars. Lorsque fûtes l'inconnu, jamais nous ne sommes bien à mener l'enquête. Ne désirant point interrompre votre conciliabule avec votre père, nous vous avons entendu en cet endroit. Faut-il toujours que vous parliez comme ça? Toujours nous parlerons tel que nous en avons l'usage, en effet, tout comme toujours vous badinerez trop librement face au grand mystère de la mort. Pour le moment, néanmoins, mon partenaire et moi-même sommes plus intéressés par un autre arcane majeur, l'art.
On nous a porté à croire que Madame McGuffin vous a doté de certains documents avant son trépas. Il s'agit de documents que mon partenaire et moi-même avons été engagés pour récupérer. Écoutez, je n'ai pas envie de... Vous savez, en fait, je me suis toujours posé la question. Est-ce que vous l'êtes, les gars? Partenaires, je veux dire. Oui, bien entendu que nous sommes partenaires. Mais vous omettez l'idée maîtresse de notre requête. Si vous êtes en possession des documents auxquels nous faisons référence, alors nous nous devons de réitérer qu'il serait dans votre intérêt de vous en défaire. Vous ne pouvez appréhender leur entière importance. Ils seraient plus en sûreté avec nous, tout comme vous. Attendez une minute. Ralentissez la cadence. Vous ne m'avez même pas dit de quel document vous parlez. Madame McGuffin vous a-t-elle doté de plusieurs ensembles de documents? Elle ne m'a doté de rien du tout. Mais je... Est-ce qu'on pourrait ne pas se lancer là-dedans, s'il vous plaît? Je veux dire, en quoi cette affaire colle ne serait-ce qu'un peu avec le genre de truc dont vous vous occupez d'habitude? Nous enquêtons sur le monde, comme nous vous l'avons maintes fois répété. Nous en cherchons les limites que Shirley McGuffin a désormais transgressées. Au-delà de ces limites se cache la métaphysique. C'est ainsi que se justifie notre invitation. Oh, enfin bref, peu importe. Je n'ai pas les documents que vous cherchez. N'essayez point de nous duper. Vous n'avez aucun besoin de réagir de la sorte, ni aucun espoir de réussite. Vous êtes au courant, sans nul doute, que certains documents lui ont été dérobés durant les semaines précédant son trépas. Oui, mais vous pensez que je les ai volés? Non, bien sûr que non. Cependant, nous avons des raisons de croire que les documents dont elle vous a doté étaient liés à ceux qui ont été dérobés. Et si vous nous prêtiez main forte... Sincèrement, messieurs, je ne peux pas vous aider. Le fou, c'est ce que vous êtes. Vous marchez dangereusement au bord d'un précipice que vous ne distinguez point. Votre chien aboie pour vous en avertir, mais vous ne l'entendez point. Ok. C'est la chose la plus idiote que j'ai jamais entendue. Laisse donc, ou bien est-ce le plus sage? Non, c'est la plus idiote. Nous verrons si c'est bien le cas. Mais peut-être vous exprimerez-vous avec moins de désinvolture lorsque vous aurez compris par vous-même la gravité de nos informations. Que nous ne blaguons point si nous pouvons nous exprimer ainsi. Mais pour le moment, vous pouvez vaquer à vos occupations, aussi éloignées soient-elles des nôtres. Gardez cependant à l'esprit ce que nous vous avons énoncé. Nous avons toujours eu de l'affection à votre égard, et nous serions quelque peu chagrinés si le sort de Madame McGuffin se révélait être le vôtre également. Est-ce que vous me menacez, là? Je ne vous ai jamais considéré comme des privés du style dur à cuire. Je pensais que votre chemin spirituel vous plaçait au-dessus de ce genre de choses. Vous menacez? Eh bien, suggérez que je pourrais connaître le même sort que Shirley si je ne vous aidais pas. Oh, non, bien sûr que non. Pardonnez notre manque de clarté. Nous comprenons seulement maintenant qu'une telle déclaration pourrait être aisément interprétée de plus d'une manière. Notre intention était de l'entendre d'une façon qui n'était point une menace et qui exprimait une authentique sollicitude concernant votre sécurité. Même si, en toute amabilité, nous pourrions également suggérer qu'il serait certainement périlleux pour vous de décider d'enquêter de votre côté. J'en prends note. Et puisque nous nous montrons aimables, j'aime vraiment vos moustaches, Pacheco. Ce truc gris à la Fu Manchu vous va bien? Ça sert beaucoup votre image d'enquêteur métaphysique? Et ça va bien avec votre trench coat? Vos flatteries dérisoires ne suffisent point à nous distraire de notre objectif. Oui, c'est noté aussi. Mais si plaisant que tout ceci ait été, je devrais vraiment me mettre en route là. Bien entendu. Et contrairement à mon partenaire, j'apprécie votre appréciation de ma moustache. Ça m'a pris un certain temps pour la faire pousser. Eh bien, ça valait le coup, ça vous va bien. L'image et le masque de la substance, mais les deux peuvent parfois se transposer. Ouais, ok. Bon, à plus tard, les gars. En effet, nous nous réveillons. En effet. Un texte assez étrange et déstabilisant au premier abord. Donc vous avez eu un extrait du style. C'est un peu... alors les personnages ont des voix assez différentes, mais c'est quand même un peu tout comme ça, très mystérieux au début, puisque donc l'héroïne non enquête, et les gens viennent vers elle, chacun avec leur manière de faire différente, pour essayer de voir ce qu'elle apprend et ce qu'elle découvre au fur et à mesure de l'enquête qu'elle ne mène pas. Ce qui va la mener donc au long des trois grandes parties à découvrir qu'on ne s'échappe pas d'un pulp et on ne peut pas mener une vie normale alors qu'on a été notre héroïne depuis tout petit. Quand on est des personnages de pulp, on ne peut pas s'échapper, c'est clair. Mais effectivement, en fait, pendant tout le roman, l'héroïne est juste en train de chercher son chien qu'elle a perdu, tout simplement. Donc, qui est l'arrière-petit-fils du chien qui les suivait dans leurs aventures quand elle était jeune. Elle est juste en train de chercher son chien. Et du coup, cette recherche la pousse à arpenter les rues de sa ville, en pleine fête d'Emily Bean, avec plein de gens qui sont déguisés en elle, notamment. En elle, notamment, enfin, une espèce de cosplay monumental où elle croise que des gens déguisés, donc elle ne sait pas si ce sont les vraies personnes, si ce sont juste des touristes. Et surtout, un monde qui fait constamment référence
à quelque chose que tout le monde est censé connaître, donc les aventures d'Emily Bean, et qui donc n'existe pas en fait. Donc le texte est notamment plein de notes de bas de page, où quand il y a des allusions, on nous dit voir volume 7 des aventures d'Emily Bean, référence au cas des contacts consternés, l'épisode 5 des aventures d'Emily Bean, des choses comme ça. Et surtout, au bout d'un moment, on se rend compte qu'il y a une autre voix que la narration, il y a les notes de bas de page. C'est très vite, on se rend compte que le narrateur de notes de bas de page est un autre narrateur. C'est l'éditeur, il se présente comme un éditeur au début du roman, et du coup, il va y avoir un dialogue entre l'éditeur, en note de bas de page, et cette narration. Et plus le roman avance, et plus il se met à contester ce que raconte notre héroïne. À dire que c'est finalement une menteuse, que c'est une libre interprétation de ce qui s'est réellement passé. On n'a pas de réelle certitude quant à l'identité de cet éditeur mystérieux, mais quelque part, il y a toujours la tentation de voir à la fois une mise en scène de l'auteur, une mise en scène... voilà, il y a une réponse, il y a peut-être une réponse au bout, mais ça fait partie du jeu de piste qu'a Islander. Oui, moi, il y a beaucoup de choses. C'était amusant de le lire plusieurs fois en travaillant sur la traduction, puis en relisant les épreuves, puis en lisant... c'était assez amusant parce qu'effectivement, à la 4e lecture, on découvre des choses, on est « Oh mon Dieu, c'était donc ça !» Et d'autres, on se dit « Ah, mais je croyais ça au début, mais en fait, je pense que ça ne devait pas être ça. » Donc c'est... Voilà, le jeu de piste continue, et surtout d'échanger nos impressions de lecture, que ce soit donc avec Audrey pour travailler sur la traduction, ou même Estelle et moi, de voir que certains passages, on les avait pas compris de la même manière, parce que justement, l'auteur joue aussi avec le ressenti personnel. Alors là, on a la frontière entre la réalité, l'éventuelle réalité d'une bourgade comme Newcastle dans le nord de l'Amérique, et ce pays mythique, le Vanaheim, qui existe sous l'Islande, qui veut prendre son indépendance de l'Islande, qui trouve intolérable d'être gouverné par des gens du Nord, et qui a comme arme pour parvenir à ses fins une armée secrète, les Refuerzerkir, les hommes renards, qui sont une sorte de ninja vikings. Voilà. Ninja Viking, en fait, vous savez qu'ils sont là quand vous n'entendez pas de bruit. Quand vous entendez une absence caractéristique de bruit, attention, ils sont déjà... Donc notre héroïne étant habituée, il lui arrive d'entendre qu'elle n'entend plus et de repérer les Refuerzerkir. Voilà, exactement. Et ça arrive aussi à Weebel et Pacheco à un moment. Donc c'est l'absence de bruit. Tendez bien l'oreille pour capter l'absence de bruit et vous saurez s'il y a des Refuerzerkir. Voilà, s'il n'y a tellement pas de bruit, c'est qu'ils ont déployé leur pouvoir mystique. Ça a l'air un peu complexe comme ça. Je crois qu'on a perdu tout le monde là. En fait, dans le livre, il y a une partie qui s'appelle Cluedo, et pour moi, le livre, voilà, c'est une espèce de grand Cluedo, c'est très ludique en fait. À raconter, c'est imbitable, mais en fait, quand on lit, c'est très plaisant. Promis. C'est une intrigue dans le sens où tous les personnages, et on est dans un pulp, donc il y a des retournements, et des retournements de retournements, et des retournements encore après, et des combats à l'épée, et des souterrains, et des enlèvements, et tout ça. Et on n'est vraiment pas... Enfin, il brouille les pistes, il donne des pistes, en fait, il en donne tellement qu'on ne peut pas savoir jusqu'à la fin. On se bâtit son propre jeu, on se bâtit son propre jeu, ses propres hypothèses, et jusqu'à la fin, on n'est pas sûr de qui a fait quoi et de comment ça s'est passé, puisque bon, il y a un meurtre, mais après, il y a un meurtre de départ, mais après ça se complique sensiblement avec le manuscrit donc, de Shirley MacGuffin qui aurait disparu, ou peut-être pas, enfin on ne sait pas trop, et puis l'enquête qui va déclencher des choses, de vieilles querelles de famille, des gens qui ont Alzheimer et qui ne comprennent pas forcément bien ce qui se passe, qui vont donner de faux indices, d'autres meurtres, parce qu'on n'en a jamais assez finalement. Et c'est une surenchère complète et totale jusqu'à une sorte d'explosion finale où on a tout ce qui était en promesse dans le début du roman qui s'accomplit et bien plus encore. Donc là on est à la limite entre la réalité et le monde de fiction. Ça c'est on va partir maintenant dans ces mondes de fiction pour continuer notre voyage, puisque c'est quelque chose que vous abordez assez régulièrement. Il y a les villes, il y a l'esprit des villes, et puis il y a ailleurs. Ailleurs, ça peut être par exemple Rome au milieu du XXIe siècle, sous la plume de Tommaso Pinchio. Ouais, alors voilà, dans Cinecittà, premier roman qu'on a publié de Tommaso Pinchio, il est question d'une Rome, mais qui est plongée sous une canicule infernale, invivable. Et donc, c'est les Chinois qui arrivent pour contrôler la ville, parce que les Romains s'en vont, ils ne peuvent plus vivre dans cette chaleur. Donc les Chinois arrivent et contrôlent cette ville. Donc en fait, ce que fait Pinchot, c'est qu'il exploite deux grandes peurs qu'on a tous, c'est la peur de l'inconnu, de l'étranger, bon là en l'occurrence il met des Chinois, et puis la peur du changement climatique. Donc il prend ces deux grandes peurs universelles et
et il en fait une espèce de transfiction d'Uchronie. Alors pour brouiller encore un peu plus les genres, l'histoire de Cinecittà, c'est un homme qui se réveille après avoir passé une semaine à dormir à côté d'un cadavre. Voilà, dans une chambre de luxe, d'hôtel de luxe. Donc on ne sait pas comment il est arrivé là, lui-même n'en a que de vagues souvenirs finalement, il a passé la semaine, il ne sait pas trop, et c'est l'histoire de son procès d'une part, et Ses l'histoire... confessions en fait. Voilà, et ses confessions par rapport à comment il en est arrivé à dormir à côté de ce cadavre. Voilà, parce que le narrateur en fait c'est le dernier des Romains. Lui il n'est pas parti contrairement aux autres, il est resté et donc il a pris goût à cette vie dans une Chinatown infernale avec couscous, fumerie d'opium et bordel qu'il fréquente. Donc voilà, il va se retrouver avec ce cadavre et il va nous distiller tout au long du livre ce qui s'est passé, en laissant en suspense incroyable. C'est un récit sans concession, le narrateur est assez antipathique. Surtout qu'on est Ouais. amené à s'identifier avec le narrateur dans la mesure où c'est censé être le dernier roman dans une ville qui est entourée de Chinois qui sont globalement des Chinois de cinéma pulp. Hein. Il les compare à des extraterrestres à un moment qui sont des personnages en carton-pâte. Donc forcément on s'identifie à lui et le problème c'est qu'au fur et à mesure du roman on se rend compte que ce type est un sale type. Et du coup ça met mal à l'aise finalement à la lecture. Et ça fait partie du procédé Et de ça fait l'auteur partie pour du l'amener procédé de l'auteur. dans le genre Pays Bizarre. Toujours avec Tommaso Pinchot, vous venez de sortir un deuxième roman de lui, Les Fleurs du Karma, où on oscille entre la Californie des années 60, et là encore c'est sans concession, un portrait des hippies, et notamment à San Francisco, sans l'imagerie fleur bleue qui entoure, Voilà, qui c'est entoure pas ces du tout années. naïf sur les hippies. Et en même temps, une femme, Laika Orbit, avec laquelle on commence le roman, qui erre en voiture avec quelqu'un qui n'a pas de nom, dans un pays recouvert de poussière, où la poussière est hallucinogène. Voilà, en fait, dans le deuxième roman de Pinchot qu'on a publié, il y a deux espaces-temps en fait. Il y a celui de Laika Orbit qui est complètement comprend que ça peut pas être la réalité. C'est une espèce d'époque fait de diner américain, donc de poussière rouge qui recouvre tout, et quand on la sniffe, ça a des effets bizarres. Et l'autre époque, donc c'est les hippies, les années 60, mais vu par un petit enfant qui lui est complètement contre ça. Lui, il voudrait avoir une famille normale, il voudrait avoir une maison, des rideaux aux fenêtres et tout. Et c'est pas le cas parce que lui, il est dans une communauté, une famille élargie, comme dit sa mère, et il n'est pas du tout d'accord avec ça. Donc c'est sa vision de petit garçon qui désapprouve, qui va être restituée dans le texte. Donc c'est assez intéressant de voir ça par ses yeux. Évidemment, les deux espaces-temps vont se rejoindre, parce qu'il y aura un personnage en commun entre les deux. Mais on est complètement dans Pinchot, c'est-à-dire élément de contre-culture, donc les hippies, élément d'imaginaire avec cette époque indéterminée, et puis plein d'autres personnages complètement, je sais pas, qui ont un pied dans la réalité et un pied pas du tout. Il y a toujours l'idée de la réalité, est-elle la réalité en fait, Voilà. finalement, dans les romans Pinchot. Le doute est toujours semé sur mais ce que je suis en train de vivre finalement, est-ce que c'est vrai ou est-ce que je suis en train de faire un cauchemar et dans un monde parallèle, est-ce que... Chez les caisses. Hein. D'autres romans abordent des mondes fantasmés ou déformés. Des Massachusetts, on vous le garde pour la fin parce que c'est un petit plaisir pour terminer la soirée. L'Employé aussi, qui est un roman qui se passe dans une Buenos Aires Alors dystopique. c'est jamais précisé en fait. Ah oui, on ne sait pas quelle est. Ouais. Je crois que la seule référence géographique c'est le collègue qui veut partir en Patagonie. Oui. À part ça, on est dans une ville, une grande métropole avec des tours de verre, il y a un métro, il y a des pluies acides, Des hélicoptères. il y a des explosions, un peu à la Brésil, voilà. Effectivement, c'est jamais vraiment dit où est-ce qu'on est. On peut reconnaître Buenos Aires, on peut aussi reconnaître dans ce roman, qui est quand même assez inquiétant, qui est une dystopie, on peut reconnaître certains éléments qui font penser à l'Argentine de la dictature, avec notamment ces gens qui disparaissent, en fait, du jour au lendemain, ça ne peut plus jamais parler d'eux. Donc oui, il y a quelques indices qui nous orientent, mais Et cette jamais présence c'est... inquiétante de chiens dans les rues aussi, Ouais, qui de chiens contribuent clonés, à chiens clonés. Mais c'est un côté en plus très ville de Blade Runner, avec des hélicoptères qui cessent de tourner, des choses comme ça, il fait toujours nuit. Il fait pratiquement jamais jour, on a l'impression qu'il fait toujours nuit en fait. C'est un univers volontairement très inquiétant dans lequel va circuler l'employé, qui donne son nom de roman,
l'employé, comme Buenos Aires n'est pas nommé Buenos Aires, l'employé, on ne sait jamais son nom, c'est l'employé. Et donc l'employé, il travaille dans une entreprise, il travaille énormément, il fait beaucoup d'heures supplémentaires parce que sa crainte c'est d'être licencié, sa crainte numéro 1. Et puis en plus il n'est pas très très heureux chez lui, son épouse est assez particulière, il faut le savoir. Et évidemment, lui il aspire à quelque chose, il aspire à une autre vie, il aspire à la passion, il aspire à des sentiments humains plus grands et plus nobles. Donc il va tomber amoureux de la secrétaire. Sauf qu'effectivement, ça ne va pas se passer comme ça, et finalement, ça va même très mal se finir pour lui, puisque de toute façon, la secrétaire est promise à quelqu'un d'autre, notamment elle a déjà une relation avec le patron, qui s'appelle le patron aussi. Hein. Et finalement, ça va plus se pousser dans le désespoir qu'à l'aider à avoir des sentiments nobles et égaux. Au contraire, ça va même le rendre assez misérable. On est encore dans un narrateur, dans le cas d'un narrateur où il est assez difficile de s'identifier à lui. Oui, il n'est pas très sympathique. Alors, ça en devient presque une constante, peut-être pas une constante parce que je n'ai pas lu tout le catalogue, mais quand même quelque chose qu'on retrouve énormément dans la littérature oui, malheureusement, dans la littérature que vous défendez. Il y a énormément de narrateurs antipathiques ou de jeux pour faire croire que le narrateur est sympathique et finalement il ne l'est pas. Et ça met presque à... Enfin, c'est pas que ça maintient le lecteur ça maintient le lecteur dans une incertitude et dans un sentiment mi-figue, mi-raisin par rapport au déboire des personnages qu'il découvre sur le papier, que ce soit donc Chinachita, que ce soit l'employé, Buzzone, et c'est pareil, j'ai trouvé ces personnages, ils sont touchants, mais ils sont extrêmement étranges et parfois même un peu dérangeants dans leur manière de voir le monde. Ils sont lucides en fait, comme dans Tes yeux dans une ville grise, voilà, c'est le roman péruvien. Donc l'histoire d'un jeune homme qui prend tous les jours le combi pour aller de chez lui à la fac, donc il traverse Lima, et il nous raconte ce qu'il voit. Donc ça nous dresse un portrait de la ville lucide. Donc il nous raconte les scènes dans la rue, les scènes dans le combi, de la Lima des années 90. C'est extrêmement violent, c'est extrêmement noir, il y a toute une partie sur notamment la séparation entre quartier pauvre et quartier riche, et ce mur, après ce mur de Berlin construit au milieu d'un quartier où, grosso modo, un quartier riche se développait du côté d'une colline, un quartier pauvre de l'autre, et quand ils se sont rejoints en haut, ils se sont demandé comment faire, donc ils ont construit un grand mur avec barbelés et compagnie pour empêcher la pénétration des quartiers. Plus précisément, les habitants des quartiers riches ont payé les habitants du quartier pauvre pour construire le mur. Voilà. C'est une espèce d'ironie assez mordante de la situation. Mais là encore, dans ce roman, on a une voix très 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 particulière. L'écriture est très poétique, alors que ce qu'il raconte, c'est très réaliste. Donc on a comme ça une voix très littéraire qui porte le tout et qui fait que c'est un petit bijou littéraire noir en fait. Est-ce qu'on est dans la lucidité ou est-ce qu'on est dans le cynisme? Parce que Moucha, à la lecture, je retrouve quand même des choses de Céline. Rien ne va. Alors certes, la vie n'est pas rose, mais quand on regarde, il parle de son enfance, et en fait, tout est prétexte à noirceur. Ah oui, dans le cas de Moucha. Dans le cas de Moucha. À la base, le narrateur c'est pas une certaine mauvaise a envie foi de se quand même. suicider le matin. Donc oui, Oui, mais, dans non, mais une après, voilà, situation, c'est un personnage qui profondément a beaucoup de problèmes dans sa vie. Mais moi, j'ai trouvé justement que le fait que ce soit pas juste un roman sur quelqu'un qui est très déprimé, qui déteste le monde, c'est aussi, mais le problème, c'est ce qui se passe à la fin du roman. C'est le fait qu'au bout d'un moment, on va changer de point de vue, on va plus être du point de vue de ce narrateur, qui a une vision très noire du monde, mais on va avoir le point de vue aussi de ses amis, des gens qui l'entourent, des gens de sa famille. Et je trouve qu'effectivement, le roman ne serait pas le même sans cela. Parce que là, on a une autre vision, on a la vision des gens qui aimaient ce jeune homme, qui était profondément maladif, qui était profondément malheureux lui-même. Et justement, je trouve que c'est la note finale qui sauve un peu ce narrateur, c'est qu'il était aimé quand même, de façon un peu parfois rude et virile, certes, par ses amis, mais il était aimé quand même. La vie, c'est un prétexte aussi pour se découvrir soi-même. Bonjour au cœur. On a souvent des personnages qui sont au seuil de l'âge adulte et qui essaient de se faire une place dans la vie, dans la société. Je pense à notre roman thaïlandais, qu'on a moins mis en avant ce soir, mais Chien fou. C'est un roman déjà profondément gai, joyeux, contrairement à tout ce dont on a parlé, et parce que c'est l'histoire d'une bande de copains fin des années 70 en Thaïlande, donc au moment où le tourisme explose. Et cette bande de copains veut concilier idéal de vie hippie et le fait de s'inscrire dans la société, d'avoir un moment de place, d'avoir un travail, de monter quelque chose. Donc, et voilà, et c'est l'histoire de cette bande d'amis qui va
Chacun va s'en sortir de manière différente, mais c'est très joyeux, il n'y a pas de cynisme. Et puis oui, la ville est importante parce que chacun veut s'y insérer d'une manière ou d'une autre. Dans le genre parcours personnel ramassé sur un petit ouvrage, on va revenir sur Chat sauvage en chute libre, donc de Meudrourou. Justement, c'était ce que je voulais parler par rapport à ta question, est-ce qu'on peut se trouver dans la ville, finalement, dans Chat sauvage en chute libre. Le narrateur a envie, justement, se cherche, va se réfugier dans la ville pour se trouver, pour trouver sa tribu, globalement, donc il va essayer de s'insérer parmi les jeunes qui écoutent du jazz, parmi les jeunes qui sont d'une classe supérieure par rapport à lui, mais finalement, c'est pas là qu'il va trouver sa voie. En fait. Vous pouvez nous parler en quelques mots de l'histoire de Chat sauvage? Donc l'histoire, en fait, c'est un jeune homme. C'est un jeune homme qui vient sortir de prison. Il est jeune, il a 19 ans, quelque chose comme ça. Ça se passe en Australie. Ça se passe en Australie, vers l'ouest, vers Perth. Il vient de sortir de prison, il a encore la vie devant lui. Il est un peu cynique déjà. Donc on a encore un personnage qui a une vie dans le séquoia. C'est aussi que c'est quand même aussi un jeune homme de 19 ans, donc il a l'impression de connaître beaucoup de choses de la vie. Voilà quoi. Donc il est libéré, il va s'installer à Perth. Il va se lier avec, vous retrouvez aussi des amis qui sont autour d'un bar jazz, enfin un milk bar en l'occurrence, qui sert quand même pas mal d'alcool. Et du coup, il va reprendre les mauvais coups, donc ils l'ont déjà envoyé en prison. Donc, ça va être, je crois qu'il va censé sur un cambriolage en fait. Et donc finalement, c'est quelqu'un, dès le début, on sait qu'il sort de prison, on sait qu'il ne va pas y retourner. Alors je ne vous gâche rien, dès le début on le sait. Lui-même le sait, que de toute façon rien d'autre ne l'attend dehors que le fait de l'occasion de retourner en prison. Et ça va être l'histoire de ces quelques jours qu'il va passer en liberté et ce qu'il va en faire. Et moi je trouve que c'est un roman qui se termine sur une note optimiste. Ça se termine sur une note optimiste. Alors on a choisi un passage pas du tout optimiste. On est comme ça. Non, pour donner un aperçu justement de la pensée du jeune homme et le jeu dans lequel il s'insère et puis duquel il va essayer de se sortir. Qu'est-ce que vous faites derrière les barreaux, s'enquiert-elle, hormis casser des cailloux et vous vanter des coups que vous avez faits? Alors, je vais juste faire un aparté parce que je ne fais pas mon travail correctement pour vous expliquer où on en est. Il est sorti de prison depuis quelques jours et il se promène sur la plage et il rencontre une étudiante. Et il se dit que ça fait très longtemps qu'il n'a pas fréquenté de fille et que cette étudiante, qui ne connaît absolument rien à la vie, bien sûr, puisqu'elle a tout eu, on doit lui payer des études. Donc il va essayer de l'impressionner. En fait, on mange, on dort, on se raconte des histoires salaces, on lit des romans, on découpe des photos de pin-up à poil dans les magazines. Elles sont censées éveiller notre désir. Et ça marche? La plupart du temps, oui. Mais ça reste une corvée. Vous ne faites rien d'autre? On m'a fait balayer la bibliothèque et j'ai réussi à sortir quelques livres sans me faire prendre. Des bouquins vraiment intello, des classiques, des manuels de psychologie. Et des livres plus ou moins religieux pour la stérilisation intellectuelle. Les meilleurs ouvrages étaient sous clé, mais j'ai réussi à crocheter la serrure. J'ai convaincu un type de me faire passer une petite lampe que je cachais sous les couvertures pour que le maton ne repère pas la lumière. Je lisais toutes les nuits, ou presque. Comment avez-vous trouvé la psychologie? J'ai découvert plein de choses. Je suis maniaco-dépressif, névrotique, psychotique, schizophrène, la totale quoi. Elle prend un air intéressé. J'ai une touche. Tu es allé à l'école? Pendant 1 an ou 2. C'est là que j'ai appris comment survivre seul contre tous. Puis je me suis fait piquer pour vol. On m'a envoyé dans un foyer pour jeunes garçons où j'étais formé aux techniques criminelles de base contre la rudesse de la charité chrétienne. Dans les camps des Noongar, j'ai suivi une spécialisation pour devenir totalement inexploitable et saboter les efforts illusoires pour améliorer le sort des indigènes. J'ai également appris l'art de boire comme un trou et coucher comme un sauvage. En prison, j'ai reçu mon diplôme du vice et abandonné mes dernières illusions sur la vie. Je sais maintenant qu'espoir et désespoir sont aussi absurdes l'un que l'autre. Que reste-t-il alors? Je hausse les épaules. Des excuses, j'imagine. Il me reste une lueur suffisante d'intelligence pour me trouver des excuses. Je pourrais affirmer que la prison m'a perverti l'esprit, que je possédais encore quelques vestiges de ma foi d'enfant lorsque j'y suis entré, ou bien je pourrais utiliser la couleur de ma peau, la malédiction de Cham et tout ce genre de trucs. On dirait qu'elle me scrute avec plus d'intensité qu'avant. Tu t'es peut-être pas aperçu que je suis noir à travers ces lunettes que tu portes? Ce n'est pas très visible, sauf dans ta manière de te déplacer. Tu es plus souple qu'un blanc. J'aurais pu te confondre avec un Mexicain, peut-être, ou un Européen du Sud. Ma mère est de s'en mêler, précisai-je.
Mais mon père était blanc, il était prospecteur, et je suis né non loin des mines d'or. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs de cette époque, mais c'est une période faste. Après sa mort, maman est venue s'installer dans la région céréalière. Elle pensait qu'on aurait plus de chance là-bas, mais cela n'a pas vraiment amélioré notre sort. Un sauveteur au bronzage parfait passe devant nous sur la plage, suivi du regard par la fille. Cette garce ne m'écoute même pas. Quoique, de toute façon, je ne m'attendais pas à ce qu'elle s'intéresse à moi. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire reprend-elle soudain. Enfin, je veux dire, j'imagine que tu as quelque chose de prévu d'ici le retour en prison. Bien sûr, prendre quelques bonnes cuites, dépenser de l'argent dans les jukebox, me payer quelques filles jusqu'à ce que mon pécule soit épuisé. Et après, Oh, si j'arrive jusque-là, j'aurais eu de la chance. ça signifie que tu as projeté de faire un coup tout de suite? Je ne fais jamais de plan. J'attends que la vie fasse le travail pour moi. Mais ils ne peuvent pas t'enfermer à nouveau tant que tu n'as pas délibérément commis un délit. Tu ne te rends pas compte. Les lois sont faites de telle façon qu'un type comme moi ne peut pas s'empêcher de les violer quoi qu'il fasse. Tandis que les blancs ne pourraient même pas commettre un délit s'ils le voulaient. Qu'est-ce que tu veux dire? D'abord, le seul endroit où nous pouvons nous faire des amis, c'est en tôle. Mais s'ils nous prennent en train de leur parler une fois libérés, ils nous coffrent pour association de malfaiteurs. Mais qu'est-ce qui t'empêche de trouver un vrai boulot? Des tas de raisons, et pour commencer, la parfaite absurdité de la chose. Se tuer à la tâche, dans une cage à rats mécanisée, ah non merci. Donc tu n'as jamais vraiment cherché à travailler? Mais si, simplement j'étais complètement hors jeu. Qui voudra employer un fainéant d'abo alors qu'il peut se payer un rital costaud et plein d'avenir pour faire le boulot? Après quelques tentatives, je me suis résigné. La prison est ma seule chance d'obtenir 3 repas par jour ainsi qu'un bon lit. Tu sais, ton problème, c'est que tu es intelligent, mais que tu manques de courage. Sa remarque me braque. Tu crois qu'il ne m'a pas fallu du courage pour en arriver là? Se faire arrêter histoire de vivre aux dépens des contribuables, tu trouves que c'est courageux? Je n'ai jamais cherché à me faire arrêter, du moins pas pour l'instant. D'après toi, il ne faut pas un certain courage pour voler une voiture et l'abandonner devant un commissariat de police? Elle rit. Tu peux appeler ça du courage, si tu insistes. Donc voilà un peu le genre de personnage auquel on est confronté. C'est comme si c'était une mauvaise chose. Non, c'est plutôt une excellente chose. Et là encore, on est devant un portrait psychologique subtil, une écriture qui est très très forte. Et là, vraiment, bon, j'aime pas faire de choix en particulier dans les catalogues, mais je vais en faire un quand même parce que ça, c'est vraiment un petit classique, quoi. C'est un chef-d'œuvre. C'est une écriture extrêmement forte, un récit extrêmement fort qui est en plus ancré dans un contexte social assez violent et dont on ne connaît pas grand-chose finalement, qui est l'Australie des années 60 et la manière dont les Australiens voient les aborigènes et dont les métis peuvent vivre leur situation. C'est vraiment un excellent bouquin. Pour commencer une maison d'édition et un catalogue, c'est quand même un excellent signe. On va finir. Non, je t'en prie. Ouais. Non, c'est juste, c'était surtout pour les premiers livres qu'on a sortis, on les a sortis en même temps, c'était Chien sauvage en fibre, certes, mais c'était Pomme aussi. Et en fait, on pensait que sortir les deux en même temps, ça montrait vraiment l'étendue de ce qu'on voulait faire. C'est-à-dire que d'un côté, on a quand même un classique contemporain, comme tu le soulignes, avec une écriture qui est assez classique. Et de l'autre, donc Pomme, qui est plus contemporain, qui est vraiment un roman pop. Voilà, qui est un roman beaucoup plus pop. Mais quand même avec le point commun d'avoir des voix qui se distinguaient. Limite, on était limite embêtés de sortir deux anglo-saxons en même temps en se disant on va croire qu'on va faire comme des anglo-saxons, mais c'est là finalement. Et ça n'a Ils rien étaient à bien voir. ensemble tout en étant complètement différents, donc finalement on était content de commencer par ces deux. On va finir en revenant à Buenos Aires par une petite lecture. Ma foi. Donc on va mots vous sur lire Beras Massachusetts. Alors Beras Massachusetts, comment dire? Il est un peu à part, donc on l'aime bien quand même. Tout commence quand adore, 4 vieilles institutrices voilà. rencontrent un cadavre dans un parc, Voilà. sauf que ce n'est pas un cadavre, Voilà. Ah non. C'est un c'est zombie. une punk zombie. C'est un Obèse. zombie, une zombie qui est obèse, qui est punk, qui aime beaucoup la bière. Ça s'appelle Trash. Et voilà. Et donc ces 4 copines retraitées vont la recueillir et vont essayer de l'assister en pensant qu'elle s'est fait dépouiller, violer, quoi que ce soit, pas du tout, c'est juste qu'elle va être revue tranquillement. Et vont essayer de l'habiller, de l'emmener dans des boutiques, des choses comme ça. Et en fait, ça va lancer toute la ville qui s'appelle Beras Massachusetts, qui est une espèce de calque imaginaire du Grand Buenos Aires.
Ça va déclencher toute une série de péripéties pour ces 4 personnages, donc les 4 retraités et donc Trash, la zombie. Et en fait, ouais, on va vite se rendre compte que la zombie, c'est la plus normale de tous. Voilà. Donc, euh, Et un petit extrait donc pour terminer la soirée, pour vous montrer un peu ce qu'est. Avec Susanna, donc, qui est l'une de ces retraitées, hein, et qui est partie acheter à manger, en fait, parce que donc, les 4 retraités ont amené Trash chez elle, et puis ils ont envoyé Susanna, qui fait un peu les corvées de tout le monde, chercher à manger, en fait. On lui tend un billet pour aller faire les courses. Donc Susanna prit le billet d'un air résigné. Cela ne la gênait pas de faire les courses. Le problème, c'était de devoir les faire toute seule, sans ses amis. La solitude l'horrifiait, car c'est alors que le fantôme de son mari surgissait pour la tourmenter. C'est toi qui m'as tué. Disait-il d'une voix d'outre-ton sur un ton à faire peur. Il lui apparaissait n'importe quand, pendant qu'elle prenait son bain, ou qu'elle faisait ses besoins, dans la rue, ou au moment de s'endormir. Toujours en l'absence de ses amis. C'est pourquoi elle ne s'éloignait jamais d'elle, elle craignait de devenir folle. Elle n'eut qu'à sortir dans le couloir et refermer la porte de l'appartement pour que le fantôme de Renzo la salue. On va se promener, chérie. Lui demanda-t-il, sarcastique, en faisant mine d'ouvrir la porte de l'ascenseur. Susanna, tu es en train de rêver, il n'y a pas de fantôme ici, répétait la femme en son fort intérieur. Mais cela ne servait à rien, Renzo était bien là. Aujourd'hui, il était plutôt sympathique, il plaisantait, faisait le clown. Il avait été comme ça pendant leurs premières années de mariage. Ce caractère jovial était ce qu'il avait le plus attiré. Puis elle avait connu son autre facette. En une seconde, Renzo pouvait passer de l'humeur la plus enjouée à une violence qui s'était plus d'une fois traduite par une raclée. Maintenant, son fantôme avait quelque chose de puéril qui mettait Susanna hors d'elle. Il se plantait devant elle pendant qu'elle marchait et agitait les mains sous son nez en chantonnant. Nanana, tu peux pas me toucher, je suis libre comme l'air. C'était tout le temps comme ça. Ou alors il les soufflait dans l'oreille. Il ne restait plus à Susanna qu'à presser le pas et essayer de l'esquiver, ce qui était impossible. Renzo se débrouillait toujours pour que sa femme finisse en larmes, aux prises avec une crise de nerfs qu'elle tâchait de dissimuler. Susanna sortit hystérique de l'ascenseur et traversa le hall en courant. Dans la rue, le fantôme ne la lâcha pas d'une semelle. Elle traversa presque sans regarder et faillit se faire renverser. Renzo s'entêtait à lui souffler dans l'oreille et pour la première fois, Susanna laissait échapper un peu de sa colère en peine. « Laisse-moi tranquille !» cria-t-elle. Et les rares personnes qui passaient par là la regardèrent, étonnées. Aussitôt, elle rougit et, cachant ses larmes, reprit sa course. Elle était presque arrivée à la rôtisserie, plus que quelques mètres. Comment il fait ce salaud pour m'emmerder sans que personne d'autre l'entende? En tournant au coin de la rue, Susanna percuta un jeune homme et fit voler tout le paquet de tracts qu'il était en train de distribuer. Ne sachant comment s'excuser, elle se dépêcha de l'aider à les ramasser. Oh, comme c'est gentil, Susanita, tu es toujours tellement aimable. Tu peux pas me toucher, libre comme l'air. Nanana. Susanna gesticulait comme une folle et agitait les bras pour le chasser. Elle ne prêta attention aux tracts qu'elle ramassait que lorsque le jeune homme lui entendit un. Le chaman de l'amour, disait les lettres noires. Conseiller et frère spirituel. Susanna lut avec intérêt les belles phrases qui promettaient la fin de la souffrance. Recherche de l'âme sœur et élimination des maux étaient quelques-uns des services proposés. Elle continua à lire. Voyant, spiritiste par faculté naturelle, ces mains détiennent un don miraculeux. Elles te rendront le bonheur et la foi que tu as perdu. Susanna n'hésita pas une seconde et annonça au garçon « Ça m'intéresse ». L'homme au tract n'était pas l'authentique chaman de l'amour, il était juste chargé de distribuer la publicité. En voyant Susanna si bouleversée, il se dit qu'il pourrait profiter de la situation, d'autant que le chaman était en pause déjeuner. Il décida de se faire passer pour le gourou. Il avait vu son chef travailler et n'aurait pas de mal à imiter quelques-uns de ses rituels. Au moins, il palperait les seins d'une femme au lieu de s'ennuyer au coin de la rue. Susanna, bien que vieille, n'était pas laide. Par ici, chère madame, attendez-moi un instant, je me prépare tout de suite pour le désenvoûtement. Il fit monter Susanna par l'escalier étroit qui conduisait aux appartements du chaman. L'endroit était entièrement décoré dans le style oriental et sentait l'encens. Le jeune homme se retira pour passer la tunique de son chef et inhaler un peu de poppers, puis il fit entrer Susanna dans le cabinet. Asseyez-vous confortablement et dites-moi ce qui vous tracasse. C'était la première fois que Susanna parlait à quelqu'un de ce qui lui arrivait avec le fantôme de son époux, et elle sentit qu'en plus, si elle voulait que le gourou ait tous les outils nécessaires pour faire son travail, elle allait devoir lui avouer qu'elle l'avait assassiné. Elle lui raconta tout. L'homme au tract commençait à se demander s'il ne devait pas appeler la police.
Cette femme, elle avait l'air tellement inoffensive que tout ça ne pouvait pas être vrai. Si ça se trouve, elle n'a jamais été mariée, juste folle. Je vois. N'ayez pas peur, je ne vais pas vous juger, je ne suis pas là pour ça. Je peux vous aider. J'ai déjà eu ce genre de cas. Vous êtes possédé par le fantôme de votre époux. Et il y a un chakra mal aligné qui bloque votre sexualité. Susanna hochait la tête sans comprendre, pleine d'espoir à l'idée de résoudre la situation. Quand le jeune homme lui demanda de se déshabiller et fit mine de s'approcher pour l'aider, Susanna recula. L'autre comprit que ça n'allait pas être si facile, mais il eut une autre idée. Vous savez ce qu'on va faire? Vous avez vu le film Ghost, n'est-ce pas? Susanna acquiesça. Bien, nous allons faire comme dans le film. Je vais servir de médium. Votre époux va entrer dans mon corps pour se réconcilier avec vous. Vous voulez bien? Si vous faites l'amour avec lui, vous serez absoute de toute faute, le fantôme disparaîtra de votre vie. Vous pouvez me faire confiance. Lui-même trouvait son argumentation grotesque et dérisoire. Pourtant, la femme accepta de bonne grâce après quelques secondes de réflexion. Je peux passer aux toilettes avant? L'homme au tract l'y mena à contre-cœur et la pria de se dépêcher, prétextant qu'il attendait un autre client. Il avait peur que son chef revienne plus tôt que prévu et ne cessait de regarder sa montre. Pour gagner du temps, il commença à se déshabiller et inhala encore un peu de poppers. « Je vais la défoncer, cette cinglée !» répétait-il avec orgueil en se frottant le membre. Enfin, Susanna sortit des toilettes et s'assit sur la couchette. Elle gardait ses mains derrière son dos et ses jambes se balançaient, joueuses, à quelques centimètres du sol. L'homme au tract s'assit par terre, face à elle, les jambes croisées. Il invoqua le nom de Renzo et rapidement simula quelques convulsions. Puis il se rapprocha de la femme pour lui baiser les pieds, remonta le long de ses chevilles et lui souleva la jupe. Elle était pas mal du tout pour son âge. « Comme tu m'as manqué, Suzanne, » dit l'homme au tract. « Renzo, c'est toi ?»« Oui !» répondit le jeune homme tout en lui baissant la culotte, attrapée dans sa jupe comme dans une plante carnivore. « Sûr que c'est toi ?»« Oui, mon amour, oui. » Tu me le jures, hein? Attends, comment s'appelait notre petit chat? Croquette, est-ce que je sais? Fais pas chier avec ça maintenant, je t'en mets une. Susanna abandonna toute méfiance. C'était bien son petit mari qui était en train de la caresser. Souriante, elle commença à soulever sa jupe pendant qu'il promenait sa langue entre ses cuisses. « Renzo, Renzo! Qu'est-ce qu'il y a, merde? Inès, cette fois, tu vas mourir pour toujours, enfant de salaud! » hurla Susanna, et elle poignarda l'homme, avec le coupe-chou qu'elle avait à la main. 20 coups dans le dos, délivrèrent la femme de toute tension et lui firent sentir qu'elle était à l'abri de son mari pour de bon. Merci beaucoup pour la soirée. Merci aux éditions Asphalte, à Claire, à Estelle et à Audrey. Et Merci à la librairie. merci à la librairie, merci à tous les gens qui font que ces soirées sont possibles. Prochaine soirée, mercredi 15 mai, on recevra le Vampire Actif dans un autre registre, auteur contemporain et auteur décadent de la fin du 19e siècle. Merci beaucoup.